En fait, je suis partie au Japon avec une bourse d'écriture de la mission Stendhal, mais que j'avais demandé dans l'idée d'y finir l'écriture de l'évaporation de l'oncle. Et puis, comme les délais étaient assez longs pour mettre en place le voyage, en fait, j'ai terminé l'évaporation de l'oncle juste avant de partir. Donc, je suis partie tout de même au Japon dans l'idée d'écrire un petit récit qui se passerait là-bas. Et c'est une résidence dans laquelle on a un budget, mais qui n'est pas lié à un endroit, donc il n'y a pas une villa d'écrivain pour cette résidence. Et donc j'ai loué une petite maison traditionnelle dans Kyoto, dans laquelle je me suis retrouvée toute seule en mars, dans le froid de l'hiver. Et donc pendant cette résidence a eu lieu le tremblement de terre, le tsunami. Et voilà, je me suis retrouvée dans cette petite maison sans très bien savoir quoi faire, sans vraiment connaître de gens là-bas. Enfin, je connaissais un chercheur japonais spécialiste de littérature française contemporaine que je voyais parfois, mais puis j'ai rencontré le directeur de la villa. Mais voilà, j'étais solitaire dans cette maison avec mon fichier de l'évaporation de l'oncle que je pensais relire dans la perspective des épreuves, et cet événement qui est arrivé. Du coup, à partir du moment où c'est arrivé, je n'ai plus été dans un processus d'écriture. Enfin, quand je suis rentrée aussi en France pendant plusieurs semaines, j'ai pas du tout écrit de fiction, ce qui ne m'arrive jamais. Heureusement, quand je suis rentrée, en fait, Libération faisait un numéro sur le Japon, m'a demandé d'écrire un texte sur mon expérience. Et ça m'a obligée à poser des mots assez vite sur ce que j'avais ressenti. Et je pense que ça m'a aidée malgré tout, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui... je disais dans cet article, je ne suis pas un écrivain de la catastrophe, mais voilà, il y a des œuvres qui se construisent sur des deuils, qui se construisent sur des événements collectifs douloureux, des deuils singuliers ou des deuils collectifs, ou des catastrophes de toutes sortes de types. Il y a des œuvres qui naissent même de ça, peut-être de gens qui seraient devenus écrivains quand même, mais qui ont... Et moi, au contraire, la douleur me rend muette, mes deuils personnels sans doute flottent sur mes livres plus que je ne le voudrais, mais en tout cas n'ont jamais donné l'occasion d'un livre, et au contraire m'ont plutôt rendu aphone pendant un temps. Et donc face à cet événement qui était cette fois une douleur collective et avec laquelle je me sentais en empathie parce que j'étais sur le territoire, et puis aussi je m'en suis rendu compte plus tard parce que ça faisait écho à d'autres deuils personnels d'une certaine manière, il m'a fallu du temps pour trouver les mots à mettre dessus, et en même temps il était nécessaire pour moi de le faire. Et je crois que du coup le Votel est du point de vue du travail de l'écriture un peu différent de mes autres livres. En tout cas, je l'ai vécu différemment pendant son écriture. Je ne sais pas si c'est perceptible à la lecture, mais pour moi ça a été un travail d'écriture très différent. Je crois que j'avais l'idée dès le départ d'écrire un livre qui ait à voir avec la question du pressentiment, mais aussi le pressentiment comme question. C'est un pressentiment qui est à la fois une espèce de porosité au monde, qui fait que on a le sentiment tout d'un coup d'avoir des pensées ou d'éprouver des choses qui sont en bizarre concordance avec un événement, un deuil personnel ou une catastrophe qui se passe quelque part. Et en même temps d'interroger cette question du pressentiment, parce que est-ce que c'est vraiment un pressentiment, ou est-ce que moi rationnellement j'aurais tendance à ne pas croire à cette possibilité du pressentiment, même si je peux l'éprouver dans mon corps et dans mes pensées. Voilà, est-ce que c'est vraiment de l'ordre du pressentiment et d'une étrange et sérieuse porosité au monde, ou est-ce que c'est une reconstruction qui fait que oui, on a eu ces pensées pendant que cette chose se produisait ailleurs sans qu'on le sache, mais que c'était des pensées qui, si l'événement ne s'était pas produit, qu'on aurait oublié, et puis qui étaient des pensées fugaces mêlées à d'autres. Et voilà, il se trouve que c'est celle-là qu'on retient a posteriori, aussi parce que
il y a une sorte de scandale à avoir vécu de manière heureuse et innocente un moment qui était douloureux, soit pour des proches, soit voilà, pour des gens qui font partie de son territoire, qui font partie du lieu dans lequel on est. Cette idée de travailler là-dessus, sur le pressentiment, je crois qu'elle était centrale dès le départ. Le mouvement du livre aussi, c'est-à-dire partir d'une promenade le long de la rivière, qui était un lieu où j'aimais marcher seule, aller vers le Love Hotel, et on va peut-être parler de ce lieu un peu très étrange et fantaisiste que sont les Love Hotels au Japon, et sur lesquels j'avais envie d'écrire, et là qui est la part... qui est une part aussi humoristique du livre, et en même temps qui est un lieu aveugle, puisqu'il n'y a pas de fenêtre dans les Love Hotels, et donc on y est dans une surdité particulière au monde, justement. C'est aussi une manière d'isoler mes personnages le plus possible du dehors, et en même temps, du coup, de faire exister le dehors comme une possibilité interdite, et qui fait pression, dans une certaine mesure, sur la solitude des amants. Et puis terminer par une promenade de retour aussi le long de la rivière, et très vite j'ai eu envie que ces deux promenades aussi aient des tonalités inverses, c'est-à-dire que la première soit sur la lente mort de l'hiver, et donc sur une sensation de deuil qui elle aussi est comme un pressentiment, installe un climat, et puis au retour au contraire la sensation du début du printemps, parce que c'est la fin de journée mais qu'elle s'étire un peu plus que d'habitude, et où donc le personnage va être dans une sensation au contraire d'harmonie avec le dehors, avec cette promesse qui a toujours l'air de constituer le printemps, et justement avec cette coupure brutale à la fin où il entre dans un bar et voit les images du 11 mars, il voit les images du tsunami mais qui ne sont pas décrites. Le roman s'arrête sur le fait que nous sommes le 11 mars et qu'il voit ces images. Alors sans doute ça permet aussi de faire revivre ce choc-là au lecteur aussi, dans cette surprise de la dernière phrase, de lui demander aussi de lui-même venir compléter avec la mémoire de ces images terribles qu'on a tous vues à la télévision et qui prennent la suite, enfin qui vont comme ça relayer la lecture du livre. Et je crois aussi qu'il était important pour moi de ne pas en parler de manière directe, de ne pas décrire par exemple ces images, ou pas évoquer le tsunami à l'intérieur même de la phrase de manière directe, sans doute pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est vrai que il y a une sorte de mouvement d'esquive dans mes livres. Enfin, quand je parlais des nouvelles sur le sentiment amoureux, c'était chaque fois des moments où quelque chose distrayait le personnage du geste amoureux qu'il fallait qu'il fasse, ou de la parole amoureuse qu'il aurait dû dire. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça d'essentiellement distrait dans ce que j'écris, mais qui est une autre manière justement de parler des choses, peut-être d'une manière paradoxalement plus intense que si j'en parlais comme ça de manière frontale. Et puis peut-être c'est difficile à dire, mais un genre de raison éthique, c'est-à-dire de ne pas faire de la phrase avec la catastrophe, voilà, avec les morts, avec les cadavres, avec le paysage mangé, avec rester en parler sans cesse, mais sans prendre ces choses-là directement dans le récit. En fait, il m'est arrivé quelque chose d'étrange avec le prénom de cette jeune femme avec laquelle le narrateur a rendez-vous au Love Hotel, et avec laquelle qu'il voit régulièrement au Love Hotel, et qui s'appelle Natsumi dans le livre. Dans l'évaporation de l'oncle, les prénoms féminins que j'avais choisis étaient beaucoup des prénoms en O ou en ko, et je voulais très simplement un prénom différent pour qu'il n'y ait pas de lien. Enfin, voilà, c'était un autre espace contemporain. Et puis je trouvais que ce prénom de Natsumi était assez simple pour des Français, puisque Nat
c'est l'abréviation de Nathalie, et donc pour moi, voilà, c'était Nat, voilà, elle avait un prénom. Je voulais pas qu'il y ait d'effet d'exotisme ou d'étrangeté, je voulais qu'on soit dans une chose très simple, et j'ai choisi ce prénom pour ces raisons-là. Et le jour où j'ai rendu le manuscrit à Apollo Tchaikovsky-Lawrence, je me suis aperçue que c'était l'anagramme de Tsunami. Et donc je l'ai rappelé en disant, voilà, il va absolument falloir changer le prénom, c'est beaucoup trop... c'est un signe beaucoup trop visible. Enfin, et il m'a dit, mais non, c'est magnifique, si c'était inconscient, on le garde. Et donc voilà, elle porte ce prénom qui est terriblement symbolique, mais curieusement qui s'était imposé à moi sans que je l'entende pendant tout le temps de l'écriture du livre. Et voilà, on l'a gardé et elle porte ce prénom, son prénom terrible. Et du coup, il y a, voilà, son prénom aussi participe de tous les pressentiments qui vont cerner le narrateur, mais c'en était un qui était inconscient. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure je l'avais inconsciemment entendu quand j'écrivais ce livre. Oui, c'est ça, c'est un roman sur le trouble de la concomitance. Et pendant un temps même, j'ai pensé l'appeler Love Hotel ou la concomitance. Pour moi, c'était central cette notion. Et puis, voilà, je trouve que Love Hotel est plus ouvert. Je voulais pas non plus qu'il y ait un petit côté conte philosophique, ou voilà, que le sous-titre peut-être compliqué, ou alors donner une seule piste. Et oui, c'est sur cette question-là de cette coprésence des deux personnages dans cette chambre aveugle, alors qu'au même moment, dans d'autres paysages, la catastrophe est en train de se passer. Mais du coup, c'est aussi, ça impliquait, comme les deux personnages sont dans l'ignorance de ce qui est en train de se passer, ça impliquait aussi de parler de tous ces paysages comme s'ils étaient encore là. Et je crois que c'est une chose importante pour moi aussi que, en un sens, le livre garde la trace de ces paysages du temps de leur intégrité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où on va parler des régions du Nord, des paysages du Japon, des endroits où Natsumi et son mari passaient leurs vacances, et puis la région de Sendai, dont il se trouve que c'est le dernier conte que raconte un personnage de père à sa petite fille dans un texte d'Osamu Dazai. C'est un texte auquel il est fait allusion. Les personnages donc, sont dans la chambre aveugle du Love Hotel, et donc le narrateur se souvient de ce récit d'Osamu Dazai dans lequel un père est enfermé dans un abri anti-bombardement avec sa fille, et pour la détourner et se détourner de la pensée des ponts, lui raconte des contes du Japon qu'il tire en longueur, qu'il amplifie pour occuper le moment. Il se trouve que le dernier conte que raconte ce père se passe dans la région de Sendai. Et donc je raconte et je parle de cette région de Sendai, et je dis que Natsumi explique que c'est aussi une terre de fils prodigue, c'est-à-dire que moi c'est une chose que j'ai apprise au moment où, quelques heures après que le tsunami s'est produit, en fait beaucoup de gens et de Tokyo et de Kyoto venaient de cette région, avaient des parents qui habitaient encore dans cette région. Donc c'était comme une espèce de terre dont les fils prodigues étaient partis. Et donc je parle de ces régions, et au moment où j'en parle et où les personnages croient qu'elles sont encore dans leur intégrité, du coup, c'est comme si le livre conservait quelque chose de cet avant. Et je crois que pour moi, c'est aussi une chose importante. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans une autre temporalité, et le présent dans lequel on est, c'est un présent qui n'est plus maintenant, mais qui est comme sauvegardé fragilement. Il y a beaucoup de fantômes dans ce livre. Il y a les fantômes des contes japonais, et qui sont là à la fois pour rendre compte de ces récits, pour faire infuser ces contes dans ce moment dans la chambre du Love Hotel, ces contes auxquels le personnage pense, ces contes que Natsumi lui raconte ou lui a raconté. Il y a tous ces fantômes, ces spectres,
qui aussi participe de ce pressentiment vague, enfin voilà, qui sont là, qui sont parfois des naufragés, qui ont beaucoup à voir avec l'imaginaire marin, avec la catastrophe, avec la destruction, avec la mort. Et puis il y a aussi ces fantômes que nous sommes, nous aussi, mais des fantômes de chair, cette idée que dans nos corps, nous portons la trace de nos ancêtres, sans le savoir, enfin en tout cas pour les ancêtres qu'on n'a pas connus. Et le narrateur regarde Natsumi préparer le thé dans la chambre d'hôtel, avec voilà, les moyens de chambre d'hôtel, un petit sachet tout préparé. Mais en la regardant, en regardant sa concentration, l'attention qu'elle met à ses gestes, il imagine ses ancêtres, voilà, préparant le thé. Et il y a voilà, quelques pages là-dessus, sur cette manière dont finalement nos ancêtres coloniseraient nos corps pour continuer à être présents, enfin nous utiliseraient presque pour continuer à hanter eux-mêmes le monde à travers notre chair. Alors voilà, c'est comme ça, comme une perception plus sensuelle et des fantômes qui finalement accéderaient à la matérialité mais à travers nous. Et aussi peut-être qui se battraient en nous, parce que chacun voudrait avoir la préséance, chaque ancêtre voudrait que quelque chose de lui ressurgisse dans le visage, dans une mimique. Oui, pour moi c'est très important cette idée que le texte est enfin conserve ce qui sinon disparaîtrait. Et je crois que c'est toujours difficile de dire pourquoi on écrit, mais il me semble que la raison pour laquelle j'écris, de manière générale, c'est dans ce désir un peu éperdu de retenir ce qui sinon s'enfuit, que les romans finalement voilà, gardent cette trace de choses qui m'ont traversé, de sentiments, de ce qui sinon aurait disparu, aussi des absents, mais aussi du vocabulaire, par exemple, tout simplement utiliser un mot désuet voilà, qu'on retient comme ça, qu'on essaye de conserver dans le livre, ou bien des vocabulaires qu'on importe, un mot technique qui d'habitude appartient à d'autres domaines. Voilà, le roman conserve à des tas de titres, conserve aussi bien du langage, des sentiments, des sensations, des souvenirs de personnes. Il est hanté de toutes sortes de fantômes qu'on reconnaît ou qu'on ne reconnaît pas d'ailleurs, toujours quand on écrit, et qui font pression sur le texte. Et je pense qu'ils bruissent aussi aux oreilles du lecteur, même quand il n'a pas accès même quand il ne peut pas toujours déchiffrer tout ce qui travaille le texte. Il y a aussi toute une part que je crois que je ne reconnais pas et que le lecteur n'identifie pas forcément, mais qui lui sont transmises de cette manière. Donc je crois vraiment qu'un livre, c'est un conservatoire d'instants, de langage, de tout ce qui est fragile et qui disparaîtrait sinon, mais un conservatoire animé, c'est-à-dire pas du tout pas un musée morne, pas des choses derrière une vitrine, mais au contraire, le lieu où tout ça va pouvoir aussi revivre, peut-être la métaphore est trop simple, mais disons, voilà, qui est ce bruissement-là de toutes ces choses qui sinon auraient disparu. Et cette idée de conserver à travers le livre, évidemment, prend un sens encore plus fort et plus nécessaire dans Novotel, puisque c'est aussi voilà, conserver la mémoire de la catastrophe, conserver les paysages au moment où ils étaient encore intègres. En fait, quand j'ai écrit l'évaporation de l'oncle, enfin, l'écriture a été, la rédaction a duré un peu plus d'1 an et demi, mais l'idée de ce roman, je l'ai vue en même temps que celle de Western. Donc c'est une idée que je portais depuis très longtemps. Et pendant des années, j'étais dans une espèce de préparation de ce roman. C'est-à-dire, j'écrivais des choses dont je savais qu'elles n'allaient pas directement entrer dans l'évaporation de l'oncle. Et puis j'étais distraite par d'autres projets qui s'imposaient plus immédiatement, d'autres projets d'écriture. Mais dans les périodes où je me remettais à ce roman japonais, par exemple, il y a une période où je me suis mise à décrire des estampes de paysages. Et je savais que ces descriptions ne resteraient pas, mais c'était une manière de me familiariser avec le matériau japonais. Ou bien, voilà, des lectures comme ça,
sans méthode que je faisais d'auteurs japonais. Évidemment, le cinéma de Kurosawa, qui m'avait beaucoup impressionné et qui était à l'origine de mon désir d'écrire un roman japonais. Ce qui fait que quand j'ai écrit Love Hotel, j'avais aussi tout cet arrière-plan de lente familiarisation avec les estampes, de lecture, mais sans doute tout ce travail que j'avais fait pour l'évaporation de l'oncle a fait que le Japon infuse de toutes sortes de manières dans le livre. C'est un livre, oui, qui parle aussi du bizarre conflit entre la familiarité et l'étrangeté. On comprend que le narrateur est un occidental qui est venu à Kyoto pour écrire, et donc il est à la fois tout le temps sensible à toute l'étrangeté qui l'environne, et en même temps il construit son propre périmètre à l'intérieur de cette étrangeté, il se familiarise, il apprivoise cette étrangeté, aussi bien quand il se rend au supermarché et qu'il faut faire ses courses et passer outre, ou au contraire intégrer d'une certaine manière l'étrangeté d'une écriture qu'il ne peut pas lire et de paquets opaques à l'intérieur duquel il ne sait pas quel type de nourriture se cache. Et cette étrangeté-là, oui, circule. C'est aussi l'étrangeté des contes, c'est aussi les jeux d'identification qui peuvent se construire entre certains des personnages de contes et puis les deux amants dans la chambre. Et puis l'étrangeté, c'est aussi l'étrangeté que chacun représente pour l'autre, et en particulier autour du personnage de Natsumi, qui est un personnage très silencieux. Et le mari de Natsumi, tel que le narrateur se le représente, est quelqu'un qui souffre de ces silences de Natsumi, de son opacité, qui a l'impression qu'il n'a jamais réussi à entrer en contact avec elle, et tout le désarroi du mari qui est comme ça fait partie des rêveries du narrateur. Le mari qui va se promener sur la plage entre les pins et qui pense à tout ce qui lui résiste en Natsumi, tout ce qu'il n'a pas réussi à comprendre d'elle. Le narrateur l'éprouve aussi, mais pour lui au contraire c'est une source de joie ou de frémissement, c'est-à-dire que le fait que Natsumi lui soit opaque, c'est aussi pour lui la possibilité d'essayer d'être à l'écoute de tout ce qui peut sourdre de cette opacité. Et le fait qu'il y ait tous les bruissements de monde intérieur qu'il perçoit auprès de Natsumi. C'est la première fois que j'écris un roman à la première personne. J'avais écrit Les Petits Déjeuners avec quelques écrivains célèbres à la première personne, mais c'était des textes autobiographiques, sauf le dernier, on s'apercevait qu'il était une fiction, mais qui était toujours un peu construit sur le même mode. Donc c'est la première fois que j'écris un texte de fiction à la première personne. Je crois qu'on peut dire qu'à beaucoup de titres, la voix de ce narrateur est proche de la mienne, au sens où je lui prête mes expériences du paysage, ce voyage à Kyoto pour écrire, enfin tout ce qui est cette porosité au monde qui est aussi tournée vers l'écriture et vers la manière dont on ne sait pas encore comment cette expérience des lieux qu'on fait va entrer dans le livre qu'on projette, mais qui est encore une idée très floue. Donc je lui prête tout ça qui fait qu'il est en un sens assez proche de moi. En même temps, je le place dans une situation qui est une situation fictionnelle. Je n'ai pas vécu ce moment de la même manière. Je crois que j'étais dans un taxi quand le tsunami a eu lieu. Enfin, j'ai essayé de reconstituer, moi aussi j'avais ce trouble-là de qu'est-ce que j'étais en train de faire quand le tsunami s'est produit. Donc il y a tout à fait une mise en fiction de la situation, mais je pense que ce que je lui prête de sensations est assez proche de ce que je peux éprouver. Donc j'ai pas construit un personnage dans un désir de construire une différence qui est peut-être quelque chose vers quoi je vais. Enfin, j'ai d'autres idées de rester à la première personne dans lesquelles au contraire la voix
entretiendrait vraiment des différences avec moi sur certains aspects. Donc on peut dire qu'il est proche de moi, et en même temps c'est un personnage masculin. Tous mes protagonistes jusque-là sont masculins. Et dans Lovotel, ce que ça me permettait aussi que le personnage soit masculin, et puisque le récit était cette fois la première personne, c'était de raconter effectivement les scènes érotiques du point de vue de l'homme. Et c'est une chose qui m'amusait. Je pense que les scènes érotiques dans Lovotel sont plus crues que dans mes autres romans, à la fois à cause des estampes japonaises érotiques, même si c'est qu'une partie des estampes. Le paysage évidemment joue un rôle très important dans les estampes japonaises, mais c'était une autre façon de tisser un lien peut-être avec la culture japonaise. Au fond, j'ai trouvé ça assez difficile d'écrire ces scènes crues, parce qu'à la fois il est difficile d'échapper aux clichés dans ce type de scène, je trouve, et où en même temps, comme elles sont immédiatement gratifiantes pour le lecteur, c'est comme si la question de l'écriture devenait secondaire, enfin qu'il était difficile de... Comment faire pour encore être dans l'écriture tout en parlant de choses qui de toute façon vont faire plaisir au lecteur, même si on les dit mal. Et donc j'étais un peu prise dans cette difficulté-là, et peut-être aussi à cause de mon goût pour l'esquive, c'est vrai que je préfère parler de ce qu'il y a autour, ou je préfère déporter l'érotisme en fait dans le rapport au paysage, par exemple dans l'évaporation de l'ombre, c'était très présent ça, ou bien ici dans la description des cyclistes que le couple regarde pendant qu'ils font l'amour, et où tout le rapport du corps du cycliste au cadre du vélo, à l'effort, à la manière d'être dans le vent, d'avoir chaud et froid sans savoir, d'être... Voilà, d'écrire toutes ces sensations des cyclistes, pour moi, est presque plus érotique que de décrire simplement l'acte sexuel. Pour moi, le rapport au lecteur est vraiment central, c'est-à-dire que bien sûr, le temps de l'écriture est un temps solitaire, mais je crois que mon écriture est adressée, à la fois elle est adressée parce qu'il y a toutes ces adresses, mais elle est adressée au sens où j'écris aussi pour transmettre, pour retenir ce qui s'enfuit, mais pour le donner à lire et donner à percevoir autrement. Et justement, en passant à la première personne, je me posais une question, parce que jusque-là, je concevais mes romans justement comme des espèces de petites communautés utopiques où on serait toujours trois, le personnage, vous et moi. Et où on se rassemble autour du personnage, vous et moi, et où finalement c'est grâce à l'entremise de ce que le personnage ressent que dans une certaine mesure je peux vous parler. Et bien sûr, l'adresse au lecteur, elle est souvent perçue d'une manière ludique, mais pour moi, il y a vraiment cette chose sérieuse qui est que, ultimement, c'est de vous aussi que je veux parler. Et que ce que je cherche à dire, c'est ce qu'on a de commun dans nos expériences. C'est-à-dire, même quand mon personnage est un cow-boy, finalement, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on ressent l'instant, sa complexité, tout ce qui nous traverse. Voilà, c'est ces choses-là que j'ai envie de dire. Alors, en passant à la première personne, du coup, on n'était plus trois. Et le jeu du personnage faisait qu'en un certain sens, je n'avais plus de place dans le récit. En tout cas, je ne pouvais plus, ce que je faisais avant de manière régulière dans mes récits, je ne pouvais plus réinjecter mon jeu de Christine Montalbetti, qui de temps en temps venait trouer ma fiction pour dire oui, moi j'ai vécu aussi un peu le même type d'expérience que mon personnage, ou bien dans l'évaporation de l'oncle, ouais, là voilà, il va falloir que je vous raconte quelque chose, vous allez avoir du mal à le croire et je ne sais pas trop comment m'y prendre, et je regarde par la fenêtre et je me gratte le menton, mais voilà, les objets s'animent la nuit, voilà. Et je ne sais pas comment dire ça pour que vous arriviez à y croire, et je mets en scène ma propre gêne d'écriture. Et donc, en passant à la première personne, je ne pouvais plus dire je en tant que Christine Montalbetti, parler de ma difficulté à écrire le texte ou de mes points de ressemblance avec le personnage. Et le vous aussi devenait, comme il était l'interlocuteur du personnage, on était moins, vous et moi, à nous pencher sur une fiction et à nous souvenir de nos sensations aux uns et aux autres. Mais j'ai gardé malgré tout des traces du lecteur,
Et, et je crois qu'il se passe, je crois qu'au fond le jeu du livre est double. C'est-à-dire que le jeu du livre c'est le personnage, bien sûr, mais qu'il y a aussi des moments où on a un jeu qui est aussi plus un jeu d'auteur qui parle au lecteur et qu'il y a une sorte comme ça de trembler sur ce jeu-là. Le mot intrigue dans le fait que le ginkgo intrigue les savants, je crois que je l'ai choisi aussi parce que dans intrigue les savants, il y a aussi le basculement vers tout ce qui est de l'hypothèse. Et qu'au fond, les savants sont des grands fabricants de fiction. Parce qu'il voilà, il va falloir, à partir d'une toute petite chose observée, fabriquer de l'interprétation. Et je crois que c'est là qu'on se rejoint peut-être, les écrivains de fiction et les savants se rejoignent sur ce travail de l'hypothèse. Et c'est vrai que l'hypothèse, dans mes romans, il y a ce qui se passe, mais il y a aussi tout ce qu'on imagine qui pourrait se passer, ou ici, tout ce que le personnage imagine que le mari ressent devant l'opacité de Natsumi. Voilà, il y a tout ce qui bruit de possible, d'imagination qui entoure le personnage, qui flotte autour de lui, et qui fait que, oui, qu'il y a du petit roman qui se fabrique partout, qu'à partir d'un regard, d'un geste, ou de la mention de l'existence du mari, l'imagination du narrateur va s'engouffrer dans tous ces romans possibles qui l'entourent. Il y a une tension aussi entre deux pôles antagoniques qui seraient d'un côté le foisonnement, et ce foisonnement c'est la pensée des contes, c'est tous les romans qu'on imagine, c'est tous ces fantômes qui bruissent autour de nous et qui sont aussi bien les fantômes des contes japonais que nos propres ancêtres. Voilà, il y a cette espèce de saturation d'histoires possibles qui nous environne constamment et qui environne le personnage dans le roman. Et puis à l'inverse, il y aurait une tension entre ce foisonnement et puis au contraire ce qu'on pourrait appeler la nudité, l'instant nu, enfin ce que l'écriture cherche à attraper de l'instant, qui est aussi une chose fragile, offerte et nue. La nudité aussi qui serait la nudité des paysages. J'ai beaucoup travaillé à partir de cette photo que j'ai prise sur les bords de la Kamogawa, d'autres photos aussi, mais quand j'ai décrit cette promenade, à la fois j'étais je me remémorais mes sensations, mais aussi je regardais cette photo et je me disais, je voulais décrire ce paysage et je me disais mais il n'y a rien, la végétation est encore et la végétation est nue, voilà, il n'y a que des dalles, il y a cette sensation du béton, de la pierre et de l'eau et de ce qui est désert et juste quelques figures comme ça, un marcheur, une femme assise sur un ponton. Mais c'est une telle nudité que je me demandais comment l'approcher dans la phrase. C'est-à-dire que j'aime faire des phrases longues, j'ai des phrases qui charrient, enfin voilà, jusque-là mes phrases charriaient beaucoup de choses et se permettaient des incises et tout d'un coup ma phrase se trouvait... Elle se trouvait arrêtée par la pensée de la catastrophe, parce qu'il me remuait dans la catastrophe. Et puis, quand je me décidais à écrire tout de même, elle se trouvait arrêtée par le fait qu'elle n'avait rien à saisir. Il n'y a rien à prendre dans la phrase, dans ce paysage. Il n'y a rien où justement engouffrer des sinuosités, voilà, charrier du vocabulaire. Et voilà, je crois que l'écriture de ce roman, elle est tendue aussi entre cette nudité-là, qui est une difficulté pour la phrase, mais qui est aussi la nudité des amants, qui est aussi Natsumi qui est presque tout de suite nue dans la chambre. Il y a voilà, toutes sortes de nudités, et puis à côté de ça, toutes sortes de foisonnements. Le fait que dès que le personnage pense au mari, il invente ses sensations. Voilà, encore une fois, ces foisonnements des contes, enfin...
Et même nudité et foisonnement peuvent absolument se rencontrer, et justement peut-être dans la figure de Natsumi, qui est étanche, opaque, nue, comme ça, à laquelle on se heurte, mais qui est opaque à la mesure du fait que justement elle contient des mondes qui bruissent, auxquels on n'accède pas, mais qu'on peut réinventer.